Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un cas qui reste l'un des plus grands mystères des affaires non résolues en France. On va parler des Méchineau, une famille entière composée d'un couple et de deux enfants de 4 et 7 ans qui ont disparu le soir de Noël. La famille laisse derrière elle une maison qui semble figée dans le temps, avec des cadeaux encore au pied du sapin, des aliments en état de décomposition dans le frigo, mais aucun indice qui permet de comprendre ce qu'il s'est passé ce soir-là. 50 ans plus tard, cette affaire reste toujours un mystère. Avant de commencer, je vous présente rapidement les personnes dont nous allons parler dans cette vidéo. Il s'agit de Pierrette et de Jacques Méchineau, ainsi que leurs deux enfants, Éric et Bruno. Et maintenant que ça c'est fait, on peut rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes le 24 décembre 1972 à Boutier-Saint-Trojan, en Charente. Il est environ 19h et la famille Méchineau doit se rendre chez les Fontanilla, des amis chez qui ils sont invités à passer le réveillon de Noël. Ils montent dans leur voiture, un modèle Simca de couleur rouge, et ils ne mettent pas longtemps à arriver à destination puisque leurs amis habitent seulement à quelques kilomètres de chez eux. Une fois arrivés sur place, la soirée se passe bien, tout le monde semble passer un bon moment, et c'est seulement vers 1h du matin que les Méchineau décident de rentrer chez eux. Jacques sort donc pour allumer le moteur de la voiture et la chauffer un peu puisqu'il fait extrêmement froid. Et d'ailleurs, la météo n'est vraiment pas bonne puisque, en plus du froid, il y a un brouillard épais sur toute la région. Après quelques minutes, la voiture est enfin réchauffée, donc Pierrette et Jacques installent leurs deux enfants sur la banquette arrière et ils se mettent en route vers chez eux. Et c'est là que le mystère commence. Nous sommes maintenant le 26 décembre, les volets de la maison sont toujours fermés et la voiture n'est pas dans la cour, ce qui signifie que les Méchineau ne sont pas rentrés. Un des voisins commence à s'inquiéter et du coup il décide de prévenir l'un des membres de la famille qu'il connaît pour leur en faire part. Une fois prévenu, cette personne contacte immédiatement les gendarmes puisque ce n'est pas du tout normal qu'ils ne soient toujours pas rentrés. Mais les gendarmes expliquent que les Méchineau sont majeurs et que même s'ils ont des enfants, en France on a le droit de disparaître et que du coup, même si le contexte est un peu inquiétant, ils ne peuvent rien faire. Sauf que les jours passent et les Méchineau ne donnent toujours pas de nouvelles. Plus inquiétant, Jacques n'est toujours pas retourné au travail et les enfants ne sont pas non plus retournés à l'école. Ça commence à devenir un petit peu plus inquiétant, donc c'est seulement 10 jours après leur disparition, donc le 6 janvier 1973, qu'une alerte est enfin donnée. Les gendarmes se rendent sur place pour essayer de comprendre ce qu'il se passe dans cette maison, mais lorsqu'ils arrivent sur place et qu'ils toquent, personne ne leur répond, donc ils prennent la décision d'entrer pour vérifier l'intérieur. À l'intérieur de la maison, le temps semble s'être arrêté. Ils trouvent des cadeaux destinés aux enfants qui sont posés au pied du sapin, encore emballés. Ils trouvent également de la dinde et des huîtres dans le frigo, en état de décomposition, un peu comme si tout était prêt pour recevoir la famille pour Noël, mais que personne n'était jamais venu. Et ils trouvent également des objets personnels de la famille, comme le chéquier ou le livret de famille, donc des objets qui nous laissent penser que cette disparition n'est pas vraiment volontaire, puisque sinon c'est des objets qu'ils auraient probablement pris avec eux. Évidemment, les gendarmes se demandent ce qu'il a bien pu se passer et la première hypothèse qui vient en tête de tout le monde, c'est la cause accidentelle. Le jour où ils ont disparu, Jacques et Pierrette ont pris la route de nuit alors qu'il y avait un épais brouillard, donc on se dit qu'ils ont peut-être fait une sortie de route et qu'ils sont probablement tombés dans le fleuve qui longe la route qu'ils ont empruntée. Des fouilles sont donc organisées dans ce sens et les grands moyens sont déployés. Hélicoptères, plongeurs, tout est mis en place pour essayer de retrouver la voiture de la famille Méchineau. Mais malgré tout ça, on ne retrouve aucune trace. Pas de voiture, pas de corps, rien de rien. Alors les enquêteurs commencent à chercher d'autres hypothèses. Ils interrogent l'entourage du couple, donc la famille, les collègues, les voisins, et c'est là qu'une autre hypothèse apparaît. Même si cette famille est plutôt discrète et sans histoire, Jacques Méchineau est quand même connu pour être quelqu'un qu'il faut pas trop embêter non plus. Le point qui retient l'attention des enquêteurs, c'est qu'en discutant avec l'entourage et avec les voisins notamment, ils apprennent que Pierrette avait un amant depuis 2 ans déjà. L'élément qui les inquiète fortement, c'est qu'ils apprennent également que Jacques était au courant de cette situation depuis quelques mois déjà et qu'il en avait parlé à sa famille. Et surtout, il avait dit à son frère que si Pierrette ne revenait pas, il ferait disparaître tout le monde et que personne ne les reverrait jamais. Autant vous dire que ça fait de lui le suspect numéro 1. Maurice Blanchon, l'amant de Pierrette, déclare d'ailleurs qu'elle est venue le voir 2 jours avant Noël et qu'elle lui a dit à plusieurs reprises de ne surtout pas s'inquiéter et qu'elle allait tout gérer. Les policiers se demandent si Pierrette n'aurait pas annoncé à Jacques qu'elle allait le quitter pour Maurice et qu'il aurait pété un plomb. Donc ils orientent leurs recherches sur une hypothèse de suicide collectif. Mais malgré les nouvelles recherches, les policiers ne trouvent toujours rien. Aucun corps, aucune trace de sang, aucun témoin,
aucune voiture, rien. Les policiers se disent que c'est quand même pas possible qu'une famille tout entière disparaisse sans laisser aucune trace. Et donc ils commencent à se pencher sur une troisième hypothèse. Peut-être que la famille n'est pas morte, ni à cause d'un accident, ni à cause de Jacques, mais qu'elle est peut-être tout simplement partie du pays sous la contrainte de Jacques, qui ne voulait pas voir sa femme refaire sa vie avec un autre. Donc les enquêteurs fouillent davantage dans la vie de la famille Mechino et ils se rendent compte que Jacques a beaucoup voyagé pour son travail. Il a voyagé en Espagne, en Italie, au Maroc et même en Australie. Et comme justement à cette époque la politique migratoire de l'Australie est très ouverte, on commence à se dire que peut-être la famille Mechino se trouverait en Australie. Mais les recherches dans ce sens ne donnent rien et surtout la famille s'étonne un peu puisqu'elle se dit que même s'ils étaient partis sous la contrainte, il y en aurait forcément un qui aurait envoyé une carte postale ou un signe pour dire qu'ils étaient en vie à leurs familles respectives. Et comme une fois de plus cette hypothèse ne mène à rien, l'enquête s'arrête. Et c'est seulement en 2001, soit presque 30 ans plus tard, qu'il y a un rebondissement. Un nouveau gendarme vient d'arriver à Bouthier-Saint-Trojan et il décide de se pencher sur les enquêtes non résolues de la région. Il tombe évidemment sur l'affaire Mechino qui l'interpelle un petit peu plus que les autres, d'autant plus qu'un corbeau vient d'envoyer des lettres dans lesquelles il affirme savoir où se trouvent les corps. Alors tout n'est pas aussi simple que ça, il va quand même falloir une dizaine d'années aux gendarmes pour convaincre la justice de relancer l'enquête et d'aller fouiller aux endroits indiqués par le corbeau, mais il va finir par y arriver. Mais lorsque les recherches sont enfin lancées, une fois encore, on ne trouve rien. Les enquêteurs ne s'arrêtent pas là et décident de fouiller à nouveau tous les points d'eau de la région. Je vous le rappelle, on est maintenant en 2011, donc on n'a pas du tout les mêmes moyens technologiques de 1972 au moment de la disparition, donc ce n'est pas bête de refaire des recherches, mais une fois encore, ça ne donne rien. Et c'est en 2012 que les enquêteurs vont avoir un nouvel espoir de résoudre cette enquête. Ils sont appelés puisqu'un promeneur vient de tomber sur des ossements en plein milieu d'une forêt. Un médecin légiste est envoyé sur place et à ce moment-là, les enquêteurs sont quasi certains d'avoir enfin trouvé quelque chose. En effet, le médecin légiste leur indique qu'à première vue, il s'agit du squelette d'un adulte et d'un enfant qui aurait entre 4 et 7 ans et que ces ossements sont vieux d'une quarantaine d'années. Donc tout colle avec l'affaire Mechino. Les examens mettent pas mal de temps, mais lorsqu'ils arrivent, ils mettent fin aux espoirs des enquêteurs puisque le test ADN est formel, il ne s'agit pas de la famille Mechino. Mais dans cette affaire, l'espoir n'est jamais loin. Au même moment, les enquêteurs apprennent qu'une Simca de couleur rouge, donc le même modèle que la voiture de Jacques, vient d'être pêchée dans le fleuve près d'Angoulême. Mais après analyse, ni la plaque d'immatriculation ni le numéro frappé sur le châssis ne correspond à la voiture de Jacques. Et décidément, cette enquête va de faux espoirs en faux espoirs puisqu'en 2014, des ossements d'adultes et d'enfants sont à nouveau retrouvés. Cette fois, c'est sous la terrasse d'un propriétaire qui voulait rénover sa maison que les ossements sont retrouvés, mais une fois encore, après le test ADN réalisé, cela ne colle pas avec la famille Mechino. Pendant un petit moment, il n'y a plus vraiment de nouvelles sur cette affaire, et c'est en 2020 qu'il va y avoir le dernier rebondissement connu à ce jour. L'enquête est une nouvelle fois relancée suite à la réception d'un courrier anonyme qui indiquerait cette fois-ci que c'est l'amant de Pierrette qui est à l'origine de la disparition de la famille. Les enquêteurs sont donc envoyés chez Maurice Blanchon pour essayer de trouver des preuves, et même si celui-ci déclare qu'il ne comprend pas du tout pourquoi il est suspect et que de toute façon il a acquis cette maison et ce terrain bien après la disparition de la famille Mechino, les enquêteurs décident de tout fouiller. Son terrain est retourné dans tous les sens, sa maison est fouillée de fond en comble, mais là encore, on ne retrouve absolument rien. Et même si l'enquête est toujours en cours à ce jour, rien ne nous permet de lever le mystère sur ce qui s'est passé il y a maintenant plus de 50 ans. Ça fait donc de cette affaire une des seules de France où toute une famille disparaît sans laisser la moindre trace, ni même le moindre indice. Et c'est ici que se termine la vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos théories en commentaire ou même à ajouter des précisions que je n'aurais pas forcément évoquées ici. Avant qu'on se quitte, je vous invite à mettre un j'aime sur cette vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner si vous voulez pas louper les prochaines enquêtes. Et d'ailleurs, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!